Eh bien, bonjour. Bienvenue dans ce tout premier épisode d'Objets d'échange. Donc, avant de commencer, on va présenter un peu rapidement l'idée de ce podcast. Donc, on est deux étudiantes en cinéma, toutes les deux passionnées d'art et de culture. Et on a eu envie de mettre en place un lieu de rencontre entre étudiants où on discute de la création émergente et de ce que c'est de monter un projet quand on est étudiant. Le but est de donner la parole à des étudiants et de leur permettre de parler de leur projet et plus généralement de discuter de ce que c'est d'être étudiant, de créer quelque chose pour la première fois et de réussir à avancer dans le milieu de la culture aujourd'hui. Et du coup, on est avec Margot. Oui. Tu es étudiante donc en ciné et théâtre. C'est ça, en majeur cinéma et mineur théâtre. Ouais. Et tu es au conservatoire aussi. Et j'étais au conservatoire du 14e et là je suis en année de césure comme je pars en mobilité internationale au Japon. Ok. Et du coup, tu montes une pièce de théâtre là cette année. C'est ça. Qui s'appelle Consensus Invocat. Voilà, c'est ça. Si je le prononce bien. Ce qui veut dire l'ordre engendre l'ordre, en fait. Ok, trop bien. Et c'est du latin. C'est du latin. Et est-ce que tu peux nous parler de cette pièce, nous dire un peu déjà ce qui t'a mené à monter ce projet, du coup, en parallèle de tes études Ouais. Alors la pièce, c'est une pièce que j'ai découverte il y a quelques années chez mes grands-parents, parce que c'est un petit monsieur qui a écrit ça dans la campagne, et elle n'a jamais été publiée, jamais été lue par d'autres personnes que ce monsieur. Et donc moi, je l'ai découvert avec mes grands-parents, et j'ai eu un gros coup de cœur sur cet univers, son univers à lui. Et donc, ça faisait des années que je me disais, si un jour je dois monter un projet de théâtre, j'aimerais bien commencer par cette pièce. Donc, je suis partie un peu dans le vide, juste grâce au biais de la fac, des réseaux qu'on a, de nos fils de discussion qu'on a. J'ai fait un appel à assistant à la mise en scène, parce que je voulais pas être toute seule à la mise en scène. Donc, on est 3 sur le projet. Et l'idée, c'est qu'ils reprennent le flambeau quand moi je pars au Japon. C'est la première fois que tu fais de la mise en scène, du coup ? C'est la première fois que je fais de la mise en scène à cette échelle, parce qu'au conservatoire, on a tendance à avoir des exercices de mise en scène et on peut faire des mini-projets. J'avais aidé des amis sur des mini-projets, mais une pièce entière qui va durer, je pense, 1h10, c'est vraiment la première fois. Donc c'est un peu un saut dans le vide. 1h10, c'est long. 1h10, c'est long, ouais. Peut-être tu peux nous parler de la pièce en elle-même. Ouais. Alors la pièce, c'est une comédie satirique, une espèce de drame politique. Ça se déroule dans un royaume où toutes les coutumes du quotidien et la vie quotidienne sont dirigées par des lois très très précises et très restrictives qui visent à faire une égalité suprême partout. Okay. Donc c'est une espèce de parodie de l'égalité. Et tout est contrôlé au millimètre près. Par exemple, les carottes font toutes la même taille et la même forme. Et donc, on suit ce roi et cette reine. Et le roi est un personnage dont on se moque beaucoup parce qu'il ne peut rien faire sans ses conseillers. Tandis que la reine, elle a un esprit beaucoup plus critique. Et elle représente un peu le spectateur, la vision, nous, qu'on a sur le roi et sur le ridicule de cette situation. Donc, c'est vraiment assez grotesque. Et ça raconte la révolution du peuple contre cette normalisation absolue de tout et pour la liberté de chacun et la liberté de s'exprimer. Trop bien. Donc c'est très chouette et très d'actualité. Oui, vraiment. Peut-être détailler un peu les rôles et les comédiens et comédiennes qui interprètent ces rôles et aussi leur situation. Du coup, vu que nous, on est sur la création étudiante et que c'est un projet qui est majoritairement quand même très étudiant, si ça s'agence correctement, en fait, ça aussi, que vous êtes tous et toutes en double activité ou triple, enfin voilà. La majorité sont étudiants en fac, souvent en fac de théâtre, mais pas que. Et à côté sont étudiants en conservatoire. Donc mais ça c'est parce qu'on a nos réseaux, nous. Donc quand on a fait nos auditions, on a fait venir nos réseaux des conservatoires. Mais la majorité, on va dire que c'est des gens qui ont envie de faire du théâtre de leur vie et donc qui sont très enthousiastes pour faire tous les projets possibles et vraiment agrandir leur palette de jeux et avoir le plus d'expérience possible. Voilà. Mais du coup, tu as une équipe quand même très motivée puisque c'est principalement des gens qui ont envie de faire du théâtre leur métier, quoi. J'ai une équipe très motivée. Après, il y a toujours des disparités dans la motivation de chacun. Donc ça, c'est un peu compliqué. Il faut faire avec les engagements. Puis en fait, c'est génial parce qu'ils ont plein de projets. Mais c'est aussi pas génial parce qu'ils ont plein de projets. Donc voilà, c'est là que l'organisation est compliquée pour faire venir tout le monde. Mais quand ils sont en travail, ils sont super. Parce qu'ils ont cette énergie-là et cette envie. Et que le projet leur parle, c'est hyper important. Peut-être tu peux nous parler justement de l'étape audition, parce que
En fait, quand on pense projet étudiant, pour moi, il y a vraiment cette idée de genre, c'est des potes ou des gens qui sont dans dans la même promo ou quoi, qui ont décidé à un moment de monter un truc. Toi, t'as rencontré genre plein de personnes et ça devait être un peu particulier aussi vu que c'est la première fois que tu te présentes en metteuse en scène. Moi, c'était un souhait très fort de ne pas faire groupe de potes. Ouais. J'avais vraiment envie de me dire, voilà, table rase, et je tente quelque chose. Après, j'avais envie, il y avait certains de mes amis que j'avais envie de voir dans la pièce, mais c'était sous contrat qu'ils passent l'audition et qu'ils soient reconnus par mes 2 camarades de mise en scène. Donc voilà, c'était une envie très très forte que j'avais. Après, ça peut tout à fait marcher sans faire ça. Hein. Et le processus d'audition était passionnant. C'est assez passionnant. On a fait donc 2 jours, qu'on a vu, je pense, une 40aine de personnes. Oh. Et après, pendant comment ça s'est déroulé, on demandait aux gens de se présenter un petit peu. On leur présentait, nous, qui en était, notre projet. Et ils faisaient la scène une première fois. Et après, on leur donnait des directions pour faire un rejeu. Et on voyait comment ils arrivaient à interpréter ces directions. C'est très pro. C'est comment ? C'est très pro, je trouve, comment vous avez procédé. On a essayé de faire le plus pro possible. Et surtout quand c'était nos amis, celui qui avait ramené la personne n'avait pas le droit de parler tant que les autres... être objectif. Voilà, de ne pas influencer la vie des autres. Et on a eu des belles surprises. Moi, j'ai eu une amie, donc notre reine, Aya. Quand je l'ai invitée à passer l'audition, je ne l'imaginais pas dans le rôle de la reine. Et en fait, à l'audition, elle a été merveilleuse. Et c'est vrai que c'est un peu apparu comme une évidence. Après, il y a aussi des gens de mon entourage que je n'ai pas pris. Donc après, il faut envoyer un petit message. C'est délicat. Il faut dire, est-ce que tu veux savoir un peu pourquoi En général, ça s'est très bien passé. Les gens que je connaissais, que je n'ai pas pris, l'ont pas pris mal du tout. Mais parce que je pense qu'on a essayé d'instaurer une bonne ambiance durant l'audition et une ambiance de confiance. Oui, puis du coup, ça vous est arrivé aussi de passer des auditions, des trucs comme ça. Donc, exactement. On sait très bien la différence que ça fait d'avoir un jury hyper ouvert, souriant. Même si derrière, ça ne veut pas dire que les résultats vont être bons. Mais au moins, sur le moment, tu es en confiance. Et... C'est bien que vous ayez réussi à retranscrire ça, quoi. Et du coup, en ce moment, tu nous disais que vous étiez en pleine période de répétition, encore. Ouais. On a commencé les répétitions, je pense, mi-novembre, début novembre, mi-novembre. Ok, donc c'est long, quand même. C'est pas long parce qu'on a on a eu 1 mois et demi, je pense, de répétition. Ok. Disons à valeur d'1 répétition par semaine environ. Ah ok, oui, ok. Oui, donc c'est pas long. Parce qu'il y a les emplois temps de tout le monde. Ouais. Et puis surtout, là, on a eu la pause des vacances de Noël. Donc il y a eu quasiment 1 mois, un peu plus d'1 mois de pause. Donc non, c'est très court au final. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est des projets qui prennent du temps. Et le temps, c'est très compliqué au niveau administratif à gérer. Vous gérez aussi tout le reste. Tout le reste, oui. Vous faites, vous gérez juste la coordination, les plannings. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi, je sais pas, en scéno, en costume, de la régie, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont prévues ou qui sont déjà là en train de travailler aussi sur le projet ? Alors oui et non, on a une de nos comédiennes, Anaïs, qui elle a une association d'aide à la production théâtrale. Donc du coup, nous, on fait notre projet au nom de son association à elle, on est rattaché à son association et elle nous aide parce qu'en fait, avoir à l'arrière de nous une association, ça aide énormément le projet. Si on veut s'inscrire à un festival, si on veut demander des choses à la fac, c'est hyper important. Oui, parce que vous n'êtes pas une compagnie, là. Non, vous avez pas on n'a pas créé de... Ouais. Voilà. Pour l'instant, on n'existe pas, en fait, légalement dans l'ordre des choses. Donc du coup, c'est super d'avoir l'association. Et au niveau de la scéno et des costumes, on a tous un peu des amis qu'on connaît et à qui on sait qu'on va faire appel pour venir nous aider en temps voulu. Là, pour l'instant, on est vraiment juste sur le plateau à nu et on laisse ça plutôt à plus tard. Mais pareil, c'est du temps. Il faut trouver des gens qui sont capables de donner du temps, qui ont envie bénévolement. Voilà, c'est un investissement. On ne peut pas demander ça à tout le monde non plus. Voilà. Mais est-ce que tu penses que justement, parce que le fait que ce soit un projet étudiant, ça crée une vraie réalité de... c'est ce qu'on se disait, en fait, il y en a qui ont la fac, plus le conservatoire, plus un job à temps partiel. Est-ce que tu penses que ça a influencé le côté artistique ou, par exemple, dans votre choix des rôles, vous vous êtes dit, elle pourrait trop interpréter la reine ou tel personnage, mais en fait, elle sera pas là à toutes les répétitions. Est-ce que ça joue aussi sur votre création de la pièce ? Ça a joué pendant les auditions parce qu'on a demandé aux gens combien de temps vous avez à consacrer dans votre semaine et à quelle hauteur voulez-vous vous investir dans ce projet.
Et on avait un comédien qu'on avait très très envie de voir en roi et qui nous a dit « Moi, j'ai pas le temps, je veux être dans le projet, mais sur des petits rôles, parce que je pourrais pas être là beaucoup. » Et je pense que c'est des sacrifices qu'il faut absolument faire et surtout pas tomber dans le truc de « Non, mais j'avais trop envie de voir cette personne dans ce rôle. C'est pas grave, même si elle est occupée, on la met dans ce rôle. » Parce qu'après, ça handicape tout le reste du projet. Et est-ce que peut-être le fait d'être dans un projet étudiant, est-ce que vous avez pu remarquer un manque de sérieux peut-être ou d'espèce de professionnalisme du fait que vous soyez étudiant et du coup pas besoin de s'investir autant ou pas besoin de se donner à fond parce que de toute façon c'est étudiant, ça aura pas forcément un futur aussi important qu'un projet pro, quoi. Il y a certainement une vraie différence entre les comédiens, mais je pense que c'est juste une question d'habitude et de se rendre compte de ce que ça implique que de faire un projet de théâtre. Au début, moi j'étais pareil, on se dit bah voilà, c'est un loisir sur le côté, on n'a pas besoin vraiment de s'investir. Puis après on se rend compte que quand même il y a beaucoup de gens qui travaillent et qu'il y a des enjeux, même si c'est sur le côté, c'est tout aussi important quand on accepte un projet qu'un autre. Mais oui, effectivement, on peut pas en vouloir non plus aux gens de pas être hyper professionnels parce que bah voilà, on est jeune, c'est un projet étudiant, c'est normal qu'il y ait des moments où il y en a qui aient moins le courage, qui veulent investir d'autres choses de leur vie, qui sont à d'autres périodes. C'est comme ça. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un travail collectif qui vous apprend à toutes et à tous aussi ce que ça va être plus tard dans ce métier-là. Exactement, ouais. Donc c'est une dynamique assez cool d'apprentissage, j'ai l'impression. Moi, j'ai appris tellement de tous les projets qu'on monte. Le groupe, ça, c'est vraiment la différence que j'ai remarquée en étant en études de cinéma. Quand on fait un court-métrage, il y a énormément de préparation en amont, mais quand on filme et ça dure pas très longtemps, finalement, le temps de filmer. Donc, le temps de création pure à l'instant T est très court. Alors que dans le théâtre, ça s'étale, ça dure, en fait, des allers-retours. Il y a des périodes où on n'avance pas, des périodes où il y a des... Tout d'un coup, c'est une espèce de révolution au sein de la pièce et tout le monde trouve sa place. Et donc, faut s'entraider parce qu'on n'a pas tous les mêmes lignes de motivation. Donc, des fois, il y en a qui sont tout en bas et les autres, ils sont tout en haut. Et ça nous apprend à avoir une vision commune et un point final commun. Et c'est super. Est-ce qu'il y a une force de proposition qui vient un peu de tous les côtés, ou en tout cas une pluralité de personnes, où le texte il bouge pas? Ou est-ce que vous le faites un peu évoluer? Il y a des idées qui émergent aussi des répétitions, j'imagine. Alors, quand j'ai commencé le travail de la pièce, j'ai fait signer à l'auteur une autorisation pour nous de représenter sa pièce, dans laquelle j'ai précisé qu'on avait le droit de faire des modifications, mais qu'on n'avait pas le droit de faire des modifications très importantes. Si par exemple on rajoute un acte ou un truc vraiment énorme, il faut qu'on lui demande son autorisation. Mais sinon, on a le droit de faire des coupes. On a le droit s'il y a une tournure de phrase, de faire une petite mini-réécriture. Moi, j'essaye de le faire le moins possible, parce que ça m'intéresse un peu moins. Les coupes, pour alléger le rythme, ça, il n'y a pas de problème. La réécriture, je suis moins fan, surtout pour un truc contemporain comme ça. C'est pas du Shakespeare, c'est pas compliqué comme langue, donc on peut le jouer directement. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est des ajouts de tableaux. Donc, ça veut dire des ajouts de la danse, de la musique, des images surtout. Faire appeler des images qui n'existent pas dans le texte et qui, elles, vont émerger pendant la répétition d'après les propositions des comédiens. Et ce qui est super, c'est que j'ai vu une vraie évolution là, déjà en 1 mois et demi de travail, des comédiens qui sont tout timides au début, à côté de ceux qui sont très à l'aise parce qu'ils font ça depuis des années et qui du coup très tôt dans le travail vont être pris d'initiative et vont nous donner des idées. Et si on crée un espace de travail assez sain et où il y a assez de confiance, vont exploser d'initiatives et d'idées. Et ça, c'est le bonheur absolu du metteur en scène, c'est de voir qu'ils sont enthousiastes et qu'ils proposent, quoi. C'est génial, mais du coup, vous utilisez peut-être aussi les compétences autres que le théâtre des autres acteurs pour créer des tableaux, comme tu dis, dans la pièce. C'est trop bien, ça. Ça, c'est super. Robin, il est en charge de nous faire la musique pour le spectacle, qui va nous composer les musiques. Et on a 2 comédiennes, Anna et Maria. Alors, Maria, elle chante très, très bien, elle a une voix incroyable. Anna, elle a fait beaucoup de danse. Et Noémie aussi a fait beaucoup de danse. Et donc, du coup, les 2, Anna et Noémie, sont en charge de nous créer des chorégraphies pour le spectacle. Trop bien. Donc pareil, vous mettez en avant leur talent. Trop bien. Et on n'a pas le choix au théâtre, il faut savoir tout faire. Je sais pas, on peut parler peut-être
du concret. Rentrer dans le vif du sujet. Parce que ça implique aussi de toutes les contraintes, évidemment que ça implique. Enfin, je pense que quand tu montes un projet étudiant, quand c'est déjà la première fois, en fait, émergent, juste quand c'est la première fois que tu montes un projet, déjà, t'as un peu cette crise de légitimité de est-ce que les gens vont croire en moi, et en même temps, c'est une nécessité finalement qu'on croit en toi parce que il faut des sous, il faut, il faut des dates, tout ça. Vous en êtes tout? Je crois que tu fais une demande de financement, toi? Ouais, alors la demande de financement, on a la réponse là dans 2 jours. Oh là, mince. J'aurais bien aimé l'avoir avant le podcast, et j'ai envoyé un mail en début de semaine, ils m'ont dit non, ça sera en fin de semaine. J'étais mince. Tu peux pas annoncer la grande nouvelle. Je peux pas vous dire la grande nouvelle, ce qui est quand même problématique. Mais non, on a eu... En fait, moi, c'était la première fois que je faisais ça, mais Robin et Johanna, ils avaient déjà fait ça plusieurs fois, donc ils m'ont un peu sauvé la vie en me disant très tôt, faut qu'on s'occupe de essayer de choper des festivals, essayer de choper une salle, parce que plus on le fait tôt, mieux ça ira. Ça prend énormément de temps. Parce que ça prend énormément de temps, voilà, et il faut des longs mois pour trouver des choses. Donc on a commencé l'année en mettant la tête là-dedans et en se prenant 2 refus. Sympathique. C'est bien, vous avez continué, vous n'avez pas baissé les bras. On a le Festival des Cultures de la Sorbonne, on n'a pas été pris, mais un peu, c'était une évidence parce que notre projet est trop naissant en fait. On n'était pas assez avancé dans l'étape de création pour qu'on soit prêt pour les dates du festival. Festival des Cultures, c'est organisé par la Sorbonne Nouvelle, c'est une association c'est par la Sorbonne, la Sorbonne, ouais. Par le bureau de la culture de la Sorbonne. Okay. Et c'est bientôt, c'est en février, voilà. Ah oui. Donc on est donc pas les délais étaient un peu courts. Les délais étaient beaucoup trop courts, mais on a fait la demande un peu par principe. Oui, au cas où, aussi pour prendre contact avec, leur poser des questions sur d'autres choses. Par exemple, c'est ça qui m'a permis de savoir qu'il y avait aussi les journées de la création étudiante après, et que surtout à la fin de l'année, il y a un théâtre, donc à la Sorbonne Nouvelle, vous savez. Et quand la programmation culturelle se termine, le théâtre est libre d'accès, et c'est là que les créations étudiantes peuvent se jouer au théâtre. Okay. Donc potentiellement, ça serait notre meilleure en ce moment fenêtre de jeu, sauf que pour être prioritaire pour jouer dans le théâtre à la fin de l'année, il faut avoir les financements de la fac. Parce que, pour rappel, la fac dans laquelle on est, la Sorbonne Nouvelle, comme beaucoup d'autres facs, met en place un dispositif qui s'appelle FSDIE, qui permet de financer des projets à hauteur de sommes très diverses. Il faut vraiment monter un dossier très très concret de combien tu as besoin, etc. Mais voilà, ça implique beaucoup. Enfin, c'est pas. Ils les donnent pas comme ça, quoi. Et ça implique beaucoup de conditions. Ça implique énormément de conditions. C'est un gros dossier à monter. Il y a 12 pièces à fournir, différentes. Et c'était un bon boulot, hein, ça m'a pris beaucoup de temps. Tu l'as envoyé quand, le dossier ? La deadline, c'était le 10 décembre. Ok. Voilà. Donc, il faut compter un mois et demi de délai, quoi. Ouais. Bon, après, on peut la bonne nouvelle, déjà, tu as réussi à envoyer ton dossier. Ouais. Oui, parce que... Alors, comment ça se passe ? Ça se passe donc, d'abord, on prend rendez-vous avec le BVE. Ok. Et on prend rendez-vous avec... le service culturel de la fac, si jamais on se présente au Festival des Cultures. Donc nous, on a eu rendez-vous avec les deux. Moi, c'était essentiel pour moi d'avoir le rendez-vous avec le BVE parce que j'avais 1000 questions, j'étais complètement paumée devant le dossier. C'est quoi le BVE ? Le Bureau de la vie étudiante. Ah oui. Et donc... Et donc, je suis arrivée en leur disant, les gars, j'ai rien compris à votre dossier, comment on fait, quoi ? Parce que quand on n'a jamais ouvert ce truc et qu'on l'ouvre, et là, ils disent, faut faire un budget prévisionnel, j'étais complètement perdue. Je l'ai vu, celui-là aussi. Voilà. Et donc, il faut obligatoirement être rattaché à une association. Voilà. Donc, vous, c'est le cas, du coup ? Donc, nous, c'est le cas grâce à une de nos comédiennes. Sinon, on aurait été obligé d'en faire une. Et là, c'est encore plus administratif. Pendant, des mois et des mois. Donc, vraiment, je suis tellement heureuse qu'on ait ça, que ça nous aide beaucoup, sur le temps, surtout. C'est quoi son association Elle s'appelle La Mare aux Étoiles. La Mare aux Étoiles. La Mare aux Étoiles, voilà. Un peu de pub. C'est faux. Non, mais si, rejoignez La Mare aux Étoiles. Nous Ok, La Mare aux Étoiles. Et ok. Tu savais au départ que tu aurais potentiellement ce soutien-là ou tu partais complètement Je me doutais qu'il faudrait qu'une asso entre en jeu. Ouais. Et donc, quand j'ai rencontré Anaïs lors de nos entretiens à la mise en scène, elle a été super parce qu'elle m'a dit, même si tu me prends pas en tant que ton assistante, je pourrais vous aider sur le projet avec mon association. Parce que c'est ce à quoi sert l'association. Et au final, elle est devenue une de nos comédiennes. Donc, dans tous les cas, elle fait partie du projet. Et donc, mais j'étais très contente. Oui. Mais moi, avant de commencer, je n'avais aucune idée
à quel point ça serait compliqué de faire les choses sans une association. Ouais. Je pense que quand on commence un projet, on se lance un peu dans le truc avec l'euphorie du moment et sans penser. En même temps, il faut parce que en fait, si la première chose à laquelle tu penses, c'est tout ce que ça va impliquer, le budget, le financement et tout, tu t'en sors pas. Ouais. Du coup, tu te lances pas, je pense. Mais du coup, tant mieux quelque part que c'est des rencontres et tout. Hein, c'est ça. Et puis, ça nous force à avancer dans la création. Par exemple, pour le budget, nous, on veut pas avoir une scéno très lourde. Pour des questions pratiques, parce que faut la stocker, faut la déplacer. Donc on sait pas quoi en faire concrètement. Donc le mieux c'est d'avoir juste des chaises et des tables. Très bien. De venir à la base du truc. Mais on veut des petits éléments de décor, plutôt des symboles. Mais on veut mettre le paquet sur les costumes. On avait envie d'avoir des costumes, surtout parce que voilà, c'est des rois, des reines. La pièce est très drôle et il y a une importance très forte des lapins. On aimerait avoir des mascottes de lapins. Donc voilà, il fallait que les costumes en jettent un peu. J'ai établi, du coup, c'est complètement à la louche, mais j'ai estimé que pour notre costume, pour le budget costume, on avait genre 550 € de budget costume. Okay. Après, j'ai rajouté un peu de scéno et un peu de communication, genre impression d'affiches, tout ça. Et je suis montée à 650. T'as demandé 650 ? J'ai demandé 650. Ok. Ah oui, c'est pas beaucoup. J'ai été raisonnable. Comment moi j'aurais demandé les 2500 direct. En fait, rémunération de la méthode. Non mais pourquoi je pouvais pas demander plus, c'est parce qu'il fallait que je justifie chaque demande. Oui. Et moi c'était ça ce que je trouvais terrible, c'est que je peux pas dire exactement quel costume je vais acheter, mais il fallait que je leur dise l'argent que vous allez me donner, elle va être dépensée dans des choses très précises. Ouais. Voilà. Puis t'en sais rien s'il y a de la récup, s'il y a des. Mais oui, le but c'est qu'on fasse évidemment la récup, mais on s'est dit au cas où. Exactement, qu'on ait un tout petit peu de marge. Et dans tous les cas, si on n'utilise pas tout, on leur redonne l'argent. Ouais. Ah, ok. Voilà. Il faut pas un autre financement ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Une condition. Une condition, c'est d'avoir un cofinancement. Donc nous, on était un peu... On n'avait plus monté le projet de sa vie. C'est trop dur. C'est dur. Là. Mais le cofinancement, ça peut être genre... tu fais une cagnotte. Oui, ok. C'est pas forcément un cofinancement réglé dans une institution. Ok. Mais tu aurais pu dire on est cofinancé par l'association, par exemple, ou pas ? Même pas. Non, même pas. Parce qu'ils ne nous donnent pas d'argent. L'association ne donne pas d'argent, tu vois. Mais du coup, t'es cofinancé. Enfin, si tu demandes de l'argent à la fac, c'est que t'as pas de... tu peux être cofinancé par une autre demande. Par un autre organisme. Par exemple, le CVEC, ils font des subventions. Ok. La maison étudiante où on fait nos répétitions, elles font des campagnes de subventions. Mais pareil, c'est hyper compliqué d'avoir les financements parce qu'il y a plein de projets qui se présentent chaque année. C'est ça, en fait, il y a beaucoup de dispositifs qui soutiennent la création étudiante, mais il y a aussi énormément d'étudiants qui créent des projets. Bien sûr, voilà. Mais oui, en fait, tu peux faire une cagnotte. Nous, Robin, sur son dernier projet, il avait soulevé 700 € avec sa cagnotte. Ok. C'est bien. En plus, en fait, là, vous êtes combien ? Vous êtes 15 ? Et oui, on est 15 en tout, donc si chaque famille participe, on peut vite avoir une jolie somme. Nous, ce serait l'idée de si on n'a pas, j'espère vraiment, je crois que ça doit vraiment enfin une bonne nouvelle, s'il vous plaît. Si on n'a pas ça, on se fera que avec la cagnotte. Vous l'avez lancé la cagnotte déjà ? Pas encore, non. Pas encore. J'attendais en fait de voir si on avait le FSDUE pour la lancer. Parce qu'a priori, vous avez quand même un budget qui est assez léger. Oui. Bah oui. C'est que bénévole. Bien sûr. Donc, bon. On peut s'en sortir. Oui. C'est juste que, voilà, si on avait envie de se faire un peu plaisir sur les costumes et d'investir un peu du temps, même si là, peut-être qu'on pourrait un peu rémunérer des amis comme costumiers qui nous aideraient dans cette dimension-là, quoi. Trop bien. Et du coup, j'ai pas totalement compris, mais c'est le FSDIE qui est un plus pour jouer dans le cadre d'un des événements de la Sorbonne Nouvelle ou c'est l'inverse ? C'est un plus, oui. C'est-à-dire que si on a reçu de l'argent de la Sorbonne, ils ont plus de chances de nous faire jouer dans le théâtre. Okay. On peut jouer dans le théâtre sans, mais c'est très compliqué. Et même en ayant eu les financements, on est prioritaire, sauf que les gens prioritaires, il y en a plein. Quand j'avais dit ça au BVE, je leur avais dit du coup, on pourra jouer au théâtre à la fin de l'année. Ils nous avaient dit oui, il y a quand même 15 troupes qui attendent déjà de jouer. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, nous, on s'en fiche de jouer 3 semaines après. Mais voilà, il faut qu'il y ait des gens, il faut que la Sorbonne soit encore ouverte. C'est mieux. Faut qu'il y ait des gens qui soient là, quoi, pour accueillir le public, tout ça. Si, dans le pire des mondes, vous n'arrivez pas à jouer à la fac, comment ça se passe au niveau des représentations ? Est-ce que vous
pouvez faire appel à des théâtres de quartier ou quoi pour jouer dedans? Est-ce que le conservatoire peut rentrer en jeu et faire jouer le réseau? Comment est-ce que vous pouvez faire pour quand même montrer votre pièce? Parce que dans tous les cas, il faut que vous jouiez cette pièce. Ce serait bête. Ouais. C'est un peu le contrat. C'est surtout pour les comédiens que c'est hyper important, c'est de la jouer. Sinon, il y a des travail investi. Donc, l'objectif, c'est de trouver. Si on n'a pas le théâtre, c'est vraiment la merde. Concrètement. Après, vous regardez pas, par exemple, des appels à projets dans des festivals? Si. C'est justement, on avait répondu à deux appels à projets auxquels on n'a pas été pris. Tu remues le couteau dans la plaie. Pardon, désolée. Mais qui sont de la Sorbonne. Il y en avait un de la Sorbonne et un en dehors. Ok. Un qui était l'appel à projet des conservatoires de Paris. Ok. Et donc, comme on a aussi une majorité d'étudiants en conservatoire, on était éligibles. Et on a failli être pris, mais on n'a pas été pris. Parce que des festivals étudiants, il y en a sans doute pas assez, mais il y en a beaucoup. Il y en a, et c'est juste, en fait, les appels à projets aussi se font à certaines dates par rapport au moment où a lieu le festival. C'est ça. Peut-être que vous allez pouvoir, à un moment, si vous n'avez pas la fac, vous allez aussi, vous tous et toutes, chacun de votre côté, essayer de trouver d'autres appels à projets, oui. C'est ce qu'on avait essayé de faire en septembre. On aurait pu faire plus. On aurait pu faire plus chercher. On n'a pas mis non plus l'accent à fond dedans. À un moment, si t'as plus de plan B, que tu commences à vraiment te mettre un... Mais là, on espère que ça se passera à la fac et ce serait trop bien. Mais c'est aussi parce qu'on est souvent pas éligible à pas grand-chose. Par exemple, il y avait un appel à projet qui nous intéressait beaucoup sur Paris. Mais malheureusement, on est 12 et les festivals, ils n'aiment pas du tout. C'est trop ou pas assez? C'est trop. Ah, c'est trop? Ça fait grosse structure tout de suite. Ça fait beaucoup trop peur. Ça fait grosse troupe, quoi. Ouais. En fait, et pourtant, vous rémunérez même pas. Non. En plus, donc. Non, mais même... Parce que comme dans le théâtre professionnel, il y a de moins en moins de grosses productions parce que ça coûte trop cher, c'est compliqué à gérer, tout ça. Même dans la production émergente et théâtrale, ça suit, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des spectacles à 2-3 personnes. Et donc là, c'était un super appel à projet qui nous promettait un théâtre privé, une belle salle à Paris, mais c'était maximum 6 comédiens. Ah ouais. Donc 2 fois trop, quoi. Mais moi, je savais ça avant de commencer. Mais c'était hyper important pour moi de faire un projet avec beaucoup de gens sur scène. Parce que pour moi, c'est ça l'univers du théâtre, c'est ça le partage. Et c'est la joie du chaos sur scène de la troupe de comédiens, quoi. Non, mais tu fais passer ta vision artistique et tes idées avant le fait que la culture est dans un état calamiteux et qu'il n'y a pas d'argent du tout qui circule. Et la tendance, là, c'est vraiment des toutes petites formes qui ne coûtent rien et où il y a très très peu de scénos. Et ça peut être super chouette, je dis pas, mais faut aller quand même c'est dur d'aller quand même au bout de sa vision malgré le fait que on te dit non plusieurs fois. Oui, mais je peux me le permettre parce que justement, c'est étudiant et donc du coup, qu'il n'y a pas d'argent. Les gens, ils sont bénévoles. Oui, il n'y a pas d'argent en jeu, on peut se permettre de rêver, de faire notre truc et au pire, on jouera sur la plage et voilà. C'est le bon côté des projets étudiants, c'est que les gens ont cette énergie-là aussi. Exactement. Si j'étais dans un cadre professionnel, ce serait beaucoup plus dur pour moi de défendre une grosse troupe comme ça et potentiellement que j'aurais réduit le nombre de comédiens ou que j'aurais choisi une autre pièce à monter. C'est intéressant ça, que du coup, le fait, comme c'est un projet étudiant et du coup, t'as pas d'enjeu financier derrière parce que t'as personne à rémunérer, du coup, tu peux te permettre de rêver plus grand et de pouvoir suivre, toi, ta vision artistique et ce que tu veux. C'est presque paradoxal parce qu'on se dirait on n'a pas d'argent, donc on peut pas rêver grand, on peut pas faire des grosses productions, tout ça. Au final... En fait, si. Même sera plus que si c'est professionnel, en fait. Oui, dans ce cas-là, oui, effectivement. Moins il y a d'argent, plus il y a d'inventivité, plus il y a aussi de... C'est vrai. Waouh. Finalement, c'est plein d'espoir, tu vois. Faisons tous des projets étudiants. Oui. Vous allez faire comment côté communication à partir du moment où vous avez une perspective de jeu représentation assez concrète? Est-ce que vous allez faire comment vous allez faire? On va placarder les affiches dans tout Paris. Trop bien. Non, mais on va avoir un compte Instagram, tout ça, on va parler sur les réseaux sociaux. Mais je trouve qu'au final, ce qui marche vraiment, c'est quand même les affiches. Ouais, les flyers et tout même. Ouais, grave. Donc dans la Sorbonne, dans nos conservatoires, parce que c'est ça qui marque les gens, c'est un visuel dans lequel ils passent devant plusieurs fois. Et du coup, ils disent « Ah, dis donc, à quoi ça fait quoi, 3 fois que je le vois, ça. Il y a 3 fois la personne, elle vient me voir. Oui, alors des posts en numérique... il faut faire tout. Faut faire tout. Parce que l'avantage du numérique, c'est que tes potes peuvent repartager, machin. Exactement, ça c'est vrai. Ça aide aussi la visibilité. Ouais, tout le monde ne sait pas que tu es en train de monter carrément une pièce. Regardons l'annonce là. Mais
Je sais plus pourquoi je demandais ça. Parce que c'est intéressant. C'était J'avais vraiment une piste de développement. Ah, t'avais une piste derrière. C'est une des choses que peut financer le FSDIE. Parce qu'ils ont des choses qu'ils acceptent de financer et des choses qu'ils n'acceptent pas de financer. Par exemple, ils n'acceptent pas de financer les déplacements, la bouffe, ce genre de choses. Mais communication... Alors que quand même, c'est nécessaire. Le déplacement, par exemple, si tu demandes des festivals ou des trucs comme ça dans d'autres villes, ça veut dire que c'est à votre charge. Quoi. C'est à notre charge. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que c'est trop cher. Parce que c'est trop cher. Et j'en avais un copain, il y a un des membres de la troupe qui, dans sa ville natale, paumé dans la campagne, il a un festival émergent qui est super. Voilà. Et en fait, on est trop nombreux. Là, notre objectif, ça serait quand même de jouer dans la Manche, là où l'écrivain est. Parce que c'est un vieux monsieur. Et que j'aimerais bien qu'il voit la pièce et il va pas pouvoir se déplacer sur Paris. Donc, on fait marcher le réseau familial des grands-parents pour trouver une salle au bord de la mer. Est-ce que lui, il suit le projet un peu de près ou est-ce qu'à partir du moment où tu lui as dit, voilà, je vais adapter ça, parce que c'est quand même particulier, t'as pas pris un texte d'un grand ou d'une grande dramaturge. Déjà, ça a été quoi sa réaction quand tu lui as dit, bon, je vais adapter ça? Est-ce que ça lui est déjà arrivé? Et quelle distance il garde par rapport au projet qui est en créa là? Il était très content. En fait, j'ai échangé par mail avec lui, donc je l'avais pas en face de moi. Mais je sais qu'il était ravi parce que ça faisait longtemps que j'en parlais de cette envie-là et que la concrétiser. Surtout que je n'en ai pas parlé. J'ai attendu que le projet soit concret et sûr pour lui en parler. Donc je lui ai pas dit, quand moi j'ai eu l'idée, je lui ai tout de suite pas demandé. J'ai attendu qu'on ait tous nos comédiens, qu'on ait commencé nos répétitions pour lui dire, est-ce que c'est OK? Ah oui, c'est risqué. C'était un peu risqué. Il aurait pu te dire pas du tout. Il aurait pu dire pas du tout, allez vous faire foutre, qu'est-ce que vous faites de toucher ma pièce? J'ai pas du tout envie que ce soit adapté. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, waouh, trop bien. Il était trop mignon. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Il a rempli, il a signé la feuille que je lui avais demandé. Il a juste dit, PS, est-ce que je pourrais venir voir la représentation? C'est trop mignon. Il est adorable. Mais ce serait bien qu'il puisse l'avoir. Ça serait super. Il serait tellement heureux. Parce que c'est un monsieur qui est extrêmement prolifique. C'est incroyable. Il a écrit une 30aine de pièces. Waouh. Tu lisais tout? Je lisais, non, pas tout. Quand j'arrivais chez mes grands-parents, en général, mes grands-parents en avaient récupéré 2 ou 3. Et ils les avaient lus. Et du coup, on relisait ensemble celles qui étaient intéressantes. Il y a une question que je trouve assez intéressante. C'est parce que tu fais des études d'art. À quel point tu penses que ça te sert à quelque chose, toi, dans ton parcours? Parce que c'est hyper particulier. On parle du réseau, on parle de la culture G, juste que ça peut t'apporter, etc. Et puis même apprendre un peu comment fonctionne l'industrie dans les études que tu fais. Ouais. Bon, en plus, toi, tu es étudiante en cinéma, donc mineur théâtre, mais voilà, c'est encore différent. Mais est-ce que tu penses que réellement, ça t'apporte quelque chose? Je pense que j'aurais un regard très différent si je faisais une majeure théâtre. Petit regret là. Un petit coup de regret. Non, il n'y a pas un petit coup de regret, mais comment dire, je suis clairement plus passionnée par le théâtre que par le cinéma. Néanmoins, c'est une vraie richesse pour moi de faire la licence de cinéma parce que je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais avoir ça dans ma vie professionnelle. Ok. Voilà. Donc, t'en profites tant que t'es encore étudiante et que tu peux te le permettre, quoi, c'est ça? Oui, j'essaierai à tout prix que ça fasse partie de ma vie professionnelle, mais si c'est pas possible, au moins j'aurais pas de regrets parce que j'en aurais fait dans toutes mes années de jeunesse, quoi. Et on peut continuer à en faire de manière amateur sur le côté toute sa vie. Oui. Ça n'a pas besoin d'être dans le projet professionnel. Non. Il y a ce rapport aussi études-passion où il y a plein de gens qui disent par exemple je ne veux pas étudier ma passion parce que j'ai peur que ça m'en dégoûte, que ça me gâche un peu la magie et qui font quelque chose soit qui n'a complètement rien à voir ou soit juste autre chose. Mais après les gens s'empêchent de rêver aussi, j'ai l'impression. Ça. Non mais c'est vrai. Non, mais on c'est gardera vrai. ça. Non mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce truc de c'est ma passion, c'est ce que je fais depuis toujours, mais ça n'a pas d'avenir, c'est de la culture donc ça sert à rien. Et du coup qui s'empêchent de faire ça. C'est évoluer aussi dans un milieu qui est... Mais c'est parce qu'en même temps c'est difficile de vivre de son art quoi maintenant. Mais c'est pour ça que c'est trop bien en tant qu'étudiant et étudiante d'essayer d'aller chercher le truc. Parce qu'en plus, quand t'es étudiante, t'es tout le temps un peu paumé. Quoi qu'il arrive, t'as tout le temps le cul entre deux chaises en fait, non, mais je veux faire ça. Et puis un mois plus tard, tu te rêves complètement autre chose. Et du coup, juste à ce moment-là, d'essayer de concrétiser un truc sans pour autant te dire, si je fais ça, c'est que je vais le faire toute ma vie. Tu sais pas, tu vois. Du coup, c'est bien à ce moment-là où justement, t'as l'énergie aussi d'essayer de monter des projets avec les moyens du bord, etc., de le faire parce que après ça devient
compliqué. Alors c'est compliqué aussi pour plein de raisons maintenant. On en a bien parlé, mais... Et à la fois, on n'a pas le luxe de se concentrer sur une seule chose, donc on est obligé, quand on est dans le métier artistique, d'essayer toutes les casquettes pour avoir le plus de cordes à son arc et être le plus polyvalent pour pouvoir travailler, parce que c'est ça qui nous apporte le plus de possibilités professionnelles. Mais à la fois, nous forcer à toucher à tout, c'est aussi une richesse. C'est une richesse, ça peut être un écueil aussi, parce que tu deviens un peu... Enfin, il y a un peu ce truc de touche à tout où tu es aussi spécialiste de rien. De rien, c'est vrai. Ouais. Et où tu peux être éternellement indécis ou indécise aussi. C'est vrai. C'est particulier, ouais. Mais si on ne parle pas forcément de compétences, mais qu'on parle de savoir, oui, je pense que les savoirs se nourrissent tellement entre eux que voilà. Puis les arts peuvent converger en permanence. Intrinsèque. Donc nous on a des cours d'histoire de l'art. Ouais. Qu'est-ce que c'est important pour nos études de cinéma, c'est vraiment fondamental. Donc là, moi, avoir des cours de cinéma pour mon rapport au théâtre, pareil, c'est génial. Et inversement, tout le background de théâtre que j'ai, il est trop chouette dans mes études de cinéma. Oui, mais parce que ça va ensemble, en fait. Parce que ça va ensemble, mais ce serait pareil pour tout, l'architecture, la musique, tous les arts. Ouais. Donc moi, je suis vraiment pour en savoir le plus sur tous. Et ça nourrit notre vision. Je trouve qu'on en est de meilleurs artistes. Wow. Donc pour toi, ça apporte le fait de... Je reviens sur ma question, mais de faire des études d'art, ça apporte quand même une connaissance qui t'aide quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, en fait. Je pense que oui. À la fac, oui. Après, c'est quand même un dispositif particulier, la licence et la fac. Oui, c'est vrai que là, je parle vraiment de la fac. Voilà. Je pense que c'est théorique. Il y a des parties de moi où des fois, je me dis, si j'avais fait une prépa littéraire, j'aurais gagné tellement plus de connaissances en tellement moins de temps. Et l'autonomie que me donne la fac et le temps que me donne la fac, il faut beaucoup, beaucoup de maturité pour l'employer à bon escient. Mais tu vois, en prépa littéraire, tu n'aurais peut-être pas pu faire... Mais j'aurais pas pu faire ça. Tu n'aurais pas pu monter ton projet, quoi. C'est justement pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que j'aurais pas eu le temps d'avoir le conservatoire, etc. Donc, je n'ai pas fait ce choix-là. Mais je trouve qu'il faut quand même être sacrément bien droit dans ses baskets pour avoir la discipline d'utiliser tout ce temps qu'on a et toute notre liberté. Ouais, puis ça peut être une pression aussi, parce que donc la légitimité des licences d'art est quand même souvent remise en cause. Bien sûr. Mais il y a cette pression-là. Il y a cette pression-là, je trouve, à la fac aussi, de... t'es à la fac, t'as du temps, tu fais ton projet, et tu te bouges, en fait. Bouge-toi, utilise ce qu'on te donne, et fais-le. Mais... Ce qui est une bonne pression, au fond. Sauf pour les gens qui n'ont pas d'envie créatrice, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est... Dans ce cas, ils ont faire la distinction à un moment, quoi. Oui. Mais toi, tu te vois travailler dans le théâtre, plutôt, ou... est-ce que ce projet-là t'a plutôt motivé ou démotivé dans un potentiel projet Non, mais au moins, est-ce que ça t'a... Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté en soi pour ton futur projet potentiel de travailler dans le théâtre Grande dramaturge. Ça m'a confortée dans mes idées, on va dire. Ouais. Mes idées étant que c'est compliqué, c'est très très compliqué. Non, mais je veux dire... par exemple, l'idée d'être comédien, parce qu'à la base, quand même, c'était ça que je faisais. Et j'avançais bien au conservatoire. Enfin, j'étais sur une bonne lancée. Mais je réalise quand même que la compétition est très, très compliquée. Et même au sein de mes groupes d'amis, on voit bien... c'est con, mais ce truc de la nécessité de créer et de ceux... c'est un peu une phrase à la con, mais de ceux qui vont mourir s'ils font pas du théâtre. Je vois la distinction chez mes amis. Et moi, je sais que je vais pas mourir si je suis pas comédienne. Parce que j'ai d'autres choses que j'aime, et il y a tellement d'autres domaines qui m'intéressent dans la vie. Et donc, c'est pas une nécessité de si je fais pas de théâtre pendant quelques mois, je tombe en dépression, quoi. Même si ça me manque énormément et c'est important dans ma vie, il faudra toujours que c'est une part dans ma vie. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la direction de casting. Donc ça a été conforté par le casting de la pièce. C'était ma première fois en tant que directrice de casting. J'ai adoré l'expérience. Je suis totalement prête à le refaire 1000 fois. Et je pense que je suis pas trop mauvaise. Ça m'étonne pas, t'as la diplomatie. Non, ça te va très bien. Est-ce que si là ta pièce elle perce, qu'il y a plein de programmateurs et de programmatrices qui viennent vous voir et qui disent ok, on va absolument acheter votre pièce très très cher, en idéal total, t'arrêterais genre les études pour un projet de théâtre qui se concrétise vraiment? Oui, je me mettrai en année c'est sûr, pour donner tout mon temps à ça s'il faut. Oui.
Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, je pense que c'est bon. C'était trop chouette d'en parler avec toi. Ouais. C'est trop bien votre podcast. Merci. Tu l'inaugures complètement. Oui, vraiment. Non, c'était trop chouette et je pense que on va complètement suivre comment ça se passe. Oui. Et je pense qu'on repartagera sur notre compte Instagram quand il y aura les infos qui tomberont. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, mille merci. Merci à vous.